Bonjour et bienvenue au 18e live des jeudis de l'ODD 17. Le thème du mois porte sur les transitions théorie et pratique afin de valoriser les expériences innovantes et les travaux de recherche qui donnent les clés pour réinventer nos modèles et les rendre à la fois plus résilients et plus durables. À cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Valérie Crespo, docteure en sciences de gestion et déléguée au développement social et sociétal à la région Occitanie du groupe La Poste, référente régionale de l'Alliance Dynamique. Bonjour Anne-Valérie Crespo. Votre thèse, le dialogue de co-responsabilité comme levier de l'engagement RSE des managers, une illustration par les collectifs interentreprises, met en exergue les impacts des coopérations tant au niveau des territoires, des entreprises que des managers eux-mêmes. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le dialogue de co-responsabilité ? Le dialogue de co-responsabilité, c'est un terme qui a été inventé par un auteur qui s'appelle Condomine, avec un article et un chapitre d'ouvrage en 2015 sur la question des alliances entre les entreprises sur les territoires, avec y compris d'autres acteurs que peuvent être les collectivités territoriales, que peuvent être les ONG, les associations. Et en fait, le dialogue de co-responsabilité a été mis en avant, mis en lumière comme étant peut-être une manière de fonctionner entre des acteurs très différents au service d'un projet de territoire commun et visant l'intérêt général en fait de ce territoire. Donc ça peut être des projets de développement territoriaux, mais qui ont pour objet, par exemple, le bien vieillir à domicile, l'inclusion des jeunes dans le monde du travail. Il y a tout un tas de thématiques. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de rebondir sur ce terme qui était vraiment juste comme ça exprimé dans ce qu'on appelle la littérature académique. Et quand je me suis lancée dans ma thèse en tant que vieille praticienne des questions RH et RSE, puisque j'ai un engagement de 30 ans au sein du groupe La Poste et sur mon temps personnel comme militante de l'inclusion et de la lutte contre toutes les formes de discrimination, je faisais partie, à titre professionnel et à titre personnel, de différents collectifs dans lesquels il y avait des entreprises, dans lesquels il y avait des associations. Et du fait de ces différentes casquettes, je voyais peut-être de manière un peu plus précise ce qu'attendaient les uns et les autres et ce que pouvaient s'apporter les uns et les autres. Et en fait, le catalyseur, le début de ma recherche, pourquoi j'ai décidé à 50 ans de me lancer dans un doctorat académique, et ça prend quand même beaucoup de temps quand c'est sur son temps personnel, mais ça m'a passionnée, c'est de me rendre compte, c'était ça le catalyseur, que ce sont les personnes qui engagent la confiance, les territoires et peut-être au-delà ce qu'on appelle après l'intérêt général ou le bien commun, mais en tout cas que tout part des gens. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir sur comment fonctionnaient les échanges dans des collectifs interorganisationnels, ça veut dire des collectifs dans lesquels il y avait donc des entreprises, des ONG, des collectivités territoriales, des services de l'État, par exemple. Mais en fait, ce ne sont pas ces organisations qui étaient dans les collectifs, ce sont les gens de ces organisations qui représentent leurs organisations dans ces collectifs. Ensuite, j'ai fait un travail de ciblage parce que, en tant que professionnel de l'entreprise, notamment d'une entreprise, donc le groupe La Poste, qui est aujourd'hui une entreprise à mission, qui a des missions d'intérêt général de longue date, qui est une entreprise qui existe depuis longtemps, depuis Louis XI, pour information, qui s'est adaptée au cours du temps et aux évolutions de la société, mais qui entend aussi jouer un rôle dans la société. Et donc, ma thèse s'est attachée à comprendre comment les entreprises pouvaient, entre elles et avec d'autres, à travers ces alliances, en fait, apporter quelque chose au territoire de manière très concrète sur un projet, par exemple. La Fondation Agir contre l'exclusion, ce sont des associations, loi 1901, mais des associations d'entreprises qui existent dans plusieurs départements et dans lesquelles je suis très engagée depuis longtemps et qui mènent des projets qui n'ont
pas de lien direct avec le cœur de métier des représentants d'entreprise qui sont là, des managers, mais plutôt qui essaient d'apporter les compétences de ces managers en tant que tels, qui un contrôleur de gestion, qui un responsable RH, qui un responsable commercial, pour, par exemple, des jeunes des quartiers politiques de la ville ou de zones de revitalisation rurale qui recherchent un emploi, pour, par exemple, des femmes qui souhaitent évoluer dans leur parcours professionnel et prendre davantage de responsabilités, ou, par exemple, partager sur les bonnes pratiques qu'ils peuvent avoir sur des thématiques RH, de mobilisation des collaborateurs, de satisfaction au travail, de bien-être au travail. Et donc, ma thèse s'est organisée petit à petit, parce que c'est vraiment un travail de longue haleine, autour de la question de ce fonctionnement dans les collectifs, notamment interentreprises, parce que ce sont des collectifs qui sont peu étudiés dans le monde académique parce qu'il n'y a pas d'académique. Ce sont des praticiens, comme disent les académiques, des RH comme moi ou d'autres professions qui se mettent autour de la table et qui ensemble essaient de travailler à la fois donc sur un projet de territoire, mais ce dont on se rend compte, c'est que les gens, au bout d'un moment, se connaissent, se font confiance, s'apprécient, ont envie de travailler ensemble sur des fois aussi d'autres thématiques qui restent dans une thématique d'intérêt général. Et en fait, on se rend compte que contribuer à ces collectifs, ça permet aux managers qui représentent leur organisation de trouver encore davantage de sens dans leur travail, d'apprendre évidemment des choses, de s'inspirer des autres personnes, mais aussi le regard des pairs, peut-être en dehors de toute forme hiérarchique ou d'évaluation, renforce la légitimité de chacun. Et en fait, au bout d'un moment, ces échanges-là, qui sont un peu à la limite de l'entreprise, puisqu'on est là au nom de son entreprise, mais souvent sur son temps personnel, le soir, les week-ends. Donc on est là parce qu'on a décidé de l'être. On n'a pas de contraintes et de rémunération et même d'évaluation de ce qu'on fait dans ces collectifs-là. Ça donne une inspiration, une liberté, quelque part, ça transforme les individus qui, lorsqu'ils retournent dans leur organisation, se sentent plus légitimes, plus fondés, plus outillés aussi, plus en confiance. Ils peuvent même partager en faisant des allers-retours avec ces organisations, ces collectifs interentreprises sur ce qui marche et ce qui marche pas. En tout cas, ce que l'on constate, et c'est ça vraiment le cœur de ma thèse, c'est que quand ils reviennent dans leurs entreprises, ils sont force de proposition, ils deviennent leaders du changement, ils deviennent quelque part porteurs d'un élan, d'une inspiration, d'une action. Ils savent comment aller chercher les autres collègues pour porter des projets qu'ils portent alors dans leur entreprise. Et ces projets-là, ils me paraissent extrêmement intéressants parce que ce sont des projets qui, certes, sont dans le périmètre de ces managers de manière concrète sur le projet sur lequel ils travaillent, l'équipe avec laquelle ils travaillent, mais aussi sur leur sphère d'influence, c'est-à-dire leurs collègues, leurs responsables hiérarchiques, les personnes qu'ils croisent dans leurs entreprises. En fait, ils apprennent à se mobiliser et à mobiliser autour d'eux sur des questions d'utilité à la société. Et ils apprennent à embarquer là-dedans leurs collègues, les moyens, les ressources, les manières de faire et les bonnes pratiques, mais aussi d'en découvrir de nouvelles. Ils innovent au sein de leur propre organisation. Ce qui est un dialogue dans les collectifs interentreprises, on dirait d'entrepreneuriat, puisqu'on apprend à fonctionner ensemble sur des thématiques particulières. Ça devient ce qu'on appelle de l'intrapreneuriat, c'est-à-dire au sein de son entreprise, on est capable de transposer ce que l'on a appris, ce que l'on a eu envie de faire ailleurs pour le faire ici et maintenant. Et donc, c'est ce lien entre un engagement sociétal au nom de son entreprise et après dans l'entreprise sociétale pour faire avancer les choses qui me paraissait très peu observé dans le monde académique, alors que je pense, moi, vraiment que cette question des alliances et de la manière de faire entre des acteurs très différents, mais pour un objectif d'intérêt général commun, est un levier juste fabuleux pour vraiment agir. C'est-à-dire si je dois citer un auteur, de passer de ce qu'on appelle une RSE symbolique, stratégique, donc dans les mots, dans les termes, dans ce qu'on a envie de faire. Et il faut évidemment que dans l'entreprise, il y ait cette réflexion, mais à une RSE qui soit une RSE concrète,
une RSE substantielle selon un auteur qui s'appelle Vaux. Il a fait des travaux en 2022, ça s'écrit VO, c'est tout simple. En fait, c'est comment rendre la RSE réelle, de mon point de vue, et la faire non pas appropriée à chacun des managers, parce que ça, il y a une connotation un peu contrainte, comme s'ils étaient les outils en fait d'une stratégie d'entreprise, alors qu'en fait, pour moi, ils en sont les moteurs, ils en sont les leviers, ils en sont le souffle en fait. Et donc, si on veut qu'une RSE vive, qu'elle soit réelle, il faut qu'elle soit ancrée. Ancrée, ça veut dire à un moment précis, à un endroit précis, ça veut dire un territoire, un bassin de vie, et il faut qu'elle soit incarnée. Et chacun d'entre nous, on peut incarner cette RSE par des actions dans notre périmètre de travail, avec nos pairs et au-delà dans toute notre capacité d'influence. Et souvent, on sous-estime en fait tous les réseaux et toutes les actions qu'on peut mener bien au-delà seulement de ce qui est marqué sur notre description de poste. Et les collectifs RSE interentreprise, ils permettent me semble-t-il, aux managers, alors certes, et c'est pour ça que les entreprises les y envoient, de valoriser des bonnes pratiques, de s'approprier réellement ce qu'est la responsabilité sociétale des entreprises, mais en fait, ils permettent aussi, et c'est ça qui est intéressant à mon avis, que les managers se sentent après porteurs de ces projets, se sentent légitimes et sachent comment faire pour développer un intrapreneuriat sociétal au sein de leur organisation en tant que telle, que ce soit une entreprise ou pas. Une entreprise, c'est une communauté humaine. Il y a les travaux de Florence Palpacuère et de ses co-auteurs sur ce sujet. En fait, si je devais synthétiser, je dirais que le dialogue de co-responsabilité, vous voyez, ça m'a passionné pendant 6 ans, c'est la définition d'un levier qu'on peut mettre en place qui permet de passer d'une stratégie RSE à des actions déployées et incarnées par l'ensemble de l'organisation. Et dans les faits, ça permet de mettre en mouvement les entreprises. Si vous prenez par exemple le rapport de Monsieur Sénard et de Madame Nota en 2018, qui a préfiguré la loi Pacte, donc le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises, donc de Bruno Le Maire, je pense à l'époque, en 2019. Et en fait, ça a permis de se rendre compte et enfin de légitimer, parce que moi j'y crois énormément, on n'est pas seulement, par exemple en ce qui me concerne, une doctorante, non plus une doctorante d'ailleurs, une docteur maintenant, maître de conférences qualifiée depuis hier, une maman ou une DRH. On est en fait une personne de manière globale qui peut faire avancer les choses à la fois sur de l'engagement personnel et de l'engagement professionnel. Et quand les deux convergent, moi c'est la notion de congruence que j'aime beaucoup. Je pense que ce dialogue de co-responsabilité, il nous permet d'embarquer d'autres personnes sur des projets sociétaux à partir de notre organisation. Et si chacun le fait, eh bien, je trouve que la RSE, on parlera plus de greenwashing, on parlera plus même de stratégie, on parlera plus de symbolique, on parlera d'action. Et c'est ce qui m'intéresse moi pour la société. Merci beaucoup pour cette explication très claire. Je retiendrai notamment votre phrase "tout part des gens" et je retiendrai quelques petits mots comme partage, confiance, échange, inspiration, action, innovation et dialogue. Vous nous avez déjà un petit peu parlé, mais en quoi ce dialogue impacte-t-il le territoire, la personne qui y participe et l'entreprise qui la mandate? Le dialogue de co-responsabilité, dans le fait qu'il met en action des personnes qui viennent d'horizons très différents, leur permet d'articuler qu'ils sont sur le plan personnel, leur histoire, les différentes expériences qu'ils ont pu vivre au cours de cette histoire individuelle, et les compétences à la fois professionnelles qui sont les leurs dans leur poste actuel, mais aussi toutes les compétences qu'ils ont pu mobiliser dans des expériences passées, y ajouter toutes les expériences, les envies de faire des autres personnes qui sont autour d'eux dans des contextes très différents et dans ces histoires individuelles, personnelles très différentes. Et puis, ça leur permet en fait de faire l'articulation entre toutes ces compétences, de choisir des projets. Ça, c'est vraiment très important aussi.
l'autonomie dans le choix des projets. Par exemple, moi, ma sensibilité, sans doute personnelle à la base, elle est vraiment fondée sur l'altérité, sur la reconnaissance de l'autre, donc sur plutôt l'inclusion, avec une sensibilité aussi sur l'inclusion particulièrement des jeunes dans la société et des femmes en particulier quand elles s'autocensurent dans une projection dans ce qu'elles peuvent apporter comme utilité à l'entreprise, à la société et à elles-mêmes en termes d'autonomie. Une autre personne, ça sera plutôt une question, par exemple, d'environnement. Ça peut être une question d'un projet sur le bien vivre à domicile. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand ces sensibilités, ces envies de faire et les compétences un peu individuelles qu'on peut mobiliser, les siennes et les autres, on peut aussi les lier dans un projet de territoire à des organisations qui, du coup, vont nous épauler, vont apporter toutes leurs ressources, leurs moyens, leurs connaissances. Par exemple, dans le cas de la Poste, c'est vrai que c'est une réelle fierté d'être dans une entreprise qui est une entreprise à mission, avec des missions d'intérêt général et qui a su renouveler le cœur de son business en fonction des valeurs qu'elle ne veut pas perdre et qu'elle revendique. La proximité, la confiance, le tiers numérique. Aujourd'hui, toutes nos activités de nouveaux services courrier-colis, mais aussi d'intelligence artificielle, par exemple, elles sont sur toute la palette, à la fois être à la pointe de l'innovation et proposer aux clients, aux territoires, même des moyens de levier sur les collectivités territoriales, parce qu'on va vraiment sur du prêt vert, sur du prêt social, une banque citoyenne, par exemple, mais aussi avec nos valeurs d'intérêt général. Et c'est en ça que la porosité entre qui on est sur le plan professionnel et le plan personnel me paraît très importante. Donc pour l'individu, c'est aussi l'accessibilité numérique partout et pour tous, parce que la proximité, c'est qui nous sommes à la Poste. Et fort de ce background de mon entreprise derrière mon engagement, ça transforme non seulement, pas seulement qui je suis, ça c'est plutôt dans le dialogue interentreprise avec mes pairs, mais ça peut transformer le territoire dans la mobilisation plus massive que cela permet. Alors j'ai donné mon exemple, mais c'est le cas évidemment pour tous les collègues qui interviennent dans des collectifs RSE interentreprise et qui peuvent ensuite mobiliser leur propre organisation. Et donc ça, c'est au niveau de la personne et du territoire et de l'entreprise. Et puis derrière, alors moi je suis peut-être un peu utopiste, mais ma manière de voir la politique, c'est la manière de voir la cité de Platon, c'est-à-dire de participer à la société, quelle que soit la forme. Donc en fait, on part du plus individuel comme moteur, comme catalyseur d'une action pour aller vers un projet qui devient de plus en plus large au fur et à mesure où on arrive à lier, et ça c'est le cœur du dialogue de co-responsabilité de ma thèse, de manière précise des aspects individuels et des aspects collectifs. Donc voilà, du coup je pense, ça répond à votre question en ce sens où, de mon point de vue, l'engagement individuel pour la société, quand il s'enrichit d'un engagement organisationnel dans notre organisation, entreprise ou autre, et au niveau territorial, alors il permet de s'inscrire dans un vrai impact pour la société. C'est ça, il me semble, la force des alliances. Merci Anne-Valérie Crespo. Comme nous l'avons déjà dit, vous êtes déléguée au développement social et sociétal de la région Occitanie du groupe La Poste. Vous nous l'avez déjà plus ou moins indiqué, mais est-ce que vous pouvez nous réexpliquer en quoi votre expérience professionnelle confirme les résultats de vos travaux de recherche, notamment au sein de l'Alliance Dynamique? Dans mes fonctions professionnelles, depuis 2016 ici en région Occitanie, en fait, je fais le lien entre ce qu'on appelle la responsabilité sociétale d'une entreprise et les enjeux RH. C'est-à-dire que moi, ma formation de base, c'est RH. Et évidemment, dans les enjeux sociétaux d'une entreprise, il y a à la fois la partie d'abord concernant les collaborateurs. Ici en Occitanie, il y a 15 500 personnes. La Poste, c'est près de 200 000 collaborateurs postiers. Donc le préalable, quand on veut faire de la responsabilité sociétale, et la Poste se veut même modélisante sur la question de cet engagement sociétal, ESG, environnemental, sociétal et dans la gouvernance. Donc d'abord, il faut être modélisant et particulièrement exemplaire, le mieux qu'on peut, chacun à notre niveau, sur la question de la gestion des ressources humaines, de la gestion des ressources
pas tout court de la gestion des ressources, des compétences, des talents, des potentiels. Parce qu'encore une fois, moi, je considère qu'une entreprise, une organisation, c'est une communauté d'humains. Voilà. Donc du coup, ça c'est une phase qui est très importante. Ensuite, à partir du moment où on peut se fonder sur ces questions de gestion des ressources humaines, on peut ouvrir un peu les frontières de l'entreprise pour aller partager nos bonnes pratiques avec d'autres entreprises qui peut-être ont priorisé d'autres thématiques ou qui ont de très très bonnes propositions à nous partager en retour. On peut se poser des questions sur les impacts environnementaux de nos activités et comment les limiter. Pendant longtemps, dans le monde académique, on a parlé des répercussions extra-financières, en fait. Mais moi, je suis très, très fière aujourd'hui que avec les nouvelles normes européennes, la CSRD, par exemple, qui est en train d'arriver, donc la Corporate Social Reporting Directive, si ma mémoire est bonne, l'objectif, ça n'est plus qui est d'un côté le business et de l'autre côté l'impact du business, positif ou négatif, mais c'est qu'on arrive à lier les deux et qu'en fait maintenant on fasse des rapports d'activité intégrés et qu'on mette vraiment les enjeux sociétaux au même niveau que les enjeux économiques. D'abord, c'est très simple, hein. Une entreprise, pour rester dans le temps et pour continuer à être pérenne, elle se doit d'être économiquement viable, de se développer du point de vue du business, et elle ne peut le faire que si elle est en phase avec les besoins des clients, c'est-à-dire de la société. Une entreprise, elle n'est pas comme ça hors sol. Moi, je n'y crois pas. Une entreprise comme La Poste, qui a aujourd'hui d'ailleurs un rapport intégré, je crois qu'on est une des premières entreprises, a mis les enjeux sociétaux au cœur de son business model. C'est ça, en fait, je dirais la spécificité de mon métier et j'allais dire la fierté aussi par rapport à mon entreprise, à savoir qu'à travers, par exemple, l'Alliance Dynamique, on a ouvert nos modes de fonctionnement à des partenaires, y compris de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, pour réfléchir avec eux à des articulations de services ou de produits, voire à des innovations sociétales utiles pour la société. Donc, ça veut dire concrètement utile pour des gens, pour nos concitoyens. Deux, trois exemples. Le bien vieillir à domicile, où on a articulé des offres de services et de produits avec des acteurs de l'ESS dans le cadre de la charte de l'Alliance Dynamique. Des questions autour, par exemple, de l'économie circulaire, avec notre filiale Rossigo Nouvelle Attitude. L'idée, c'est de s'ouvrir aux autres sur des questions à la fois d'innovation. Je pense à NumSpot, qui est un cloud européen et souverain qu'on est en train de mettre en place avec d'autres acteurs, et en même temps permettre que ça reste accessible à chacun, parce que c'est vraiment j'allais dire notre cœur de qui on est, quoi. C'est la proximité, c'est-à-dire être dans l'innovation avec d'autres, c'est ça les alliances et la charte des alliances dynamiques, et en même temps rester toujours partout et pour tous accessible et ne laisser personne au bord du chemin. Merci beaucoup Anne-Valérie Crespo pour cet échange éclairant et passionnant. Nous nous retrouvons en mars prochain pour le 19e live des jeudis de l'ODD 17 pour évoquer les conclusions du séminaire annuel de recherche de l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et du Rameau sur les coopérations au service des transitions. D'ici là, n'oubliez pas, les jeudis de l'ODD 17 vous donnent rendez-vous pour une information, un portrait et un outil pour agir ensemble face à nos défis communs. À très bientôt.